Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Commençons tout de suite par un fait divers. 3 personnes sont mortes et une dizaine d'autres suivent encore des traitements à l'hôpital à cause de la consommation de fan ou poisson-pierre à Tanabao Sauran, district de Fenorivu à Tnanan. Un jeune pêcheur a obtenu du fan qu'il a ensuite vendu, ce qui a provoqué cette intoxication alimentaire. Les détails avec Miarvou Latsfiran. Vendredi dernier, il a été constaté que le pêcheur Tanabao Sauran, dans le Fuktani, un Pasput, district de Fenorivu à Tnanan, avait obtenu du poisson-pierre ou fan qu'il a vendu. Il est à noter qu'il était encore un apprenti dans le domaine de la pêche. La chair de fan consommée par les habitants pesait environ 18 kilos, selon les explications. Beaucoup d'habitants locaux en ont acheté et consommé, entraînant maladies et décès. Hier, 3 personnes sont décédées suite à cette intoxication alimentaire et une dizaine sont malades et traitées au CHRR de Fenorivu à Tnanan. Les symptômes incluent des douleurs abdominales intenses et une faiblesse soudaine, caractérisant le début et l'évolution de la maladie, selon toujours les explications. Il est également mentionné que d'autres personnes sont malades dans la localité, mais ne se manifestent pas et ne vont pas à l'hôpital. Des campagnes de sensibilisation ont été menées par les autorités pour inciter tous ceux qui ont consommé ce poisson à consulter un médecin et à éviter de consommer ce type de poisson désormais considéré comme dangereux. En économie, les vols directs entre Madagascar et Mayotte vont reprendre dès le mois de décembre, après 8 années d'interruption. La compagnie aérienne EWA Air sera en charge de cette ligne. 2 vols hebdomadaires sont prévus en période normale et ce nombre pourrait atteindre 3 vols par semaine en haute saison ou lors des périodes de forte affluence. Toujours un reportage signé Miarvou Latsfiran. La TR-72-600 d'EWA Air, équipée de 64 sièges, assurera la liaison entre Antananarivo et Dzaoudzi à partir de la semaine prochaine. Selon le calendrier prévu, les vols auront lieu 2 fois par semaine, le lundi et le samedi. En période de forte affluence, un vol supplémentaire le mercredi pourrait être ajouté. Les tarifs prévisionnels sont compris entre 499 €, environ 2,6 millions d'ariars, et 548 €, environ 2,85 millions d'ariars en haute saison. La durée du vol est estimée à environ 2 heures et 10 minutes selon le programme de la compagnie. Outre Antananarivo, EWA Air proposera également des vols directs depuis Mayotte vers Majunga, Nosy-Be et Atranan. La reprise de cette ligne permettra non seulement le transport de passagers, mais ouvrira aussi de nouvelles opportunités pour le fret. Selon la compagnie, cela facilitera l'exportation et l'importation des produits agricoles, artisanaux et commerciaux, soutenant ainsi l'économie et renforçant les échanges entre les 2 îles. Rappelons que les vols entre Antananarivo et Mayotte avaient cessé en 2017 suite à des raisons de gestion et économiques, du déséquilibre entre le nombre de passagers et les coûts d'exploitation. La compagnie affirme que les conditions sont désormais réunies pour la reprise grâce à l'amélioration de la situation économique et à la hausse de la demande touristique et commerciale. Cette liaison constitue un outil essentiel de connexion entre Madagascar et Mayotte, tant pour le commerce, le tourisme que pour les relations familiales. Et Madagascar se classe au 2e rang mondial, juste après la Chine, pour la production de graphite selon le rapport USGS 2024. La production pour l'année 2024 a atteint 89 000 tonnes. Selon ce rapport, le graphite produit à Madagascar est reconnu mondialement pour sa qualité et sa pureté et de nombreuses entreprises mondiales spécialisées dans la fabrication de batteries électriques s'y intéressent particulièrement. Reportage. Alors que la Chine a produit 1 270 000 tonnes de graphite en 2024, Madagascar a produit 89 000 tonnes, ce qui lui confère la 2e place mondiale en production de graphite. Selon le rapport, les exportations malagasy ont connu une augmentation de 38,9% par rapport à 2023, atteignant 63 000 tonnes exportées durant les 9 premiers mois de 2024.
Posséder du graphite représente un atout majeur pour l'avenir économique de Madagascar si sa gestion est bien encadrée, car la demande mondiale est forte, notamment dans l'industrie automobile et les technologies de pointe. Pour rappel, le Mozambique arrive en 3e position avec une production de 75 000 tonnes, le Brésil en 4e position avec 68 000 tonnes et l'Inde en 5e position avec 27 800 tonnes par an. En politique, le peuple attend des résultats concrets de la part du gouvernement et non des discours concernant les problèmes d'électricité et d'eau. C'est ce qu'a déclaré le président de l'opposition lors d'une rencontre hier à Timbazaz entre les députés et le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Selon lui, les propos du ministre affirmant qu'il y a actuellement des sabotages ne constituent en aucun cas une solution, d'autant plus que les coupures d'électricité sont actuellement de plus en plus fréquentes. Cela signifie simplement que lorsqu'on ne parvient pas à accomplir sa mission, il faut assumer ses responsabilités, a ajouté le député Milavunzi Philobert face au ministre hier. Natera Koutmav. Le peuple attend aujourd'hui des résultats et des solutions de la part du ministère de l'Énergie. C'est là que devraient se concentrer les efforts et non dans la recherche de boucs émissaires concernant les coupures de courant qui frappent actuellement le pays. Le président de l'opposition à l'Assemblée nationale a souligné hier, face au ministre de l'Énergie, que les délestages n'ont fait qu'empirer par rapport à la situation précédente, alors même que ce sujet avait servi de motif pour renverser le gouvernement précédent. Et aujourd'hui, en l'absence de solution, on accuse de prétendus sabotages. Tout le monde connaît bien les problèmes auxquels la JIRAMA fait face depuis longtemps. Quant aux solutions mises en place par l'ancien gouvernement, elles étaient nombreuses, même si leur mise en œuvre avait pris du retard. Le président Antrazuel l'avait d'ailleurs reconnu devant la population malagasy, tout en promettant de rattraper ce retard en un an. Il n'est plus au pouvoir aujourd'hui, mais le gouvernement actuel hérite de ces solutions. Le ministre a répondu que la JIRAMA avait réalisé un bénéfice de 9 milliards d'ariars, mais où en sont les résultats concrets pour la population? Le 7e vice-président chargé de l'opposition a précisé qu'il s'agissait de 13 milliards de francs FMG et non de 13 milliards d'ariars concernant le coût des pièces destinées à la réparation des machines. La différence est-il si immense entre 3 milliards d'ariars et 13 milliards de francs? Était-ce de la précipitation à répondre pour le ministre? Même dans ses explications, il n'a pas apporté d'éclaircissement sur les véritables problèmes. Il s'est plutôt contenté de se justifier. Ce sont les résultats qui importent. Jusqu'à présent, on entend surtout des discours, mais les impacts concrets sur l'approvisionnement en électricité et en eau de la population malgache restent inexistants. Et sur tous les points qui nécessitaient des réponses, le ministre n'a apporté aucune explication claire. Dans la page culturelle, une nouvelle compétition et un nouveau divertissement sont proposés par la chaîne Viva pour ses fans. Le Mada Tetris Battle, une compétition de jeux Tetris habituellement jouée en famille sur téléphone, mais cette fois retransmise par les médias pour cette première édition. Le Mada Tetris Battle est ouvert à toutes les tranches d'âge. La compétition aura lieu les 13 et 14 décembre prochains. Les règles sont simples. Chaque joueur dispose de 3 minutes pour jouer et les 16 meilleurs scores passeront à l'étape suivante. La finale se déroulera le 20 décembre. Un prix de 1 million d'ariars sera attribué aux gagnants. Les inscriptions sont déjà ouvertes au Viva Arena Ivange pour tous ceux qui souhaitent participer à ce jeu Tetris organisé par Viva. Les inscriptions se clôtureront le 12 décembre. Le défi ultime approche. Un tournoi pour toutes les générations. Mada Tetris Battle. Peu importe ton âge, viens tester tes réflexes et prouver que tu es le boss de Tetris. Le 13 et le 14 décembre. Qui osera se mesurer au chrono? 3 minutes pour entrer dans la légende. Les 16 meilleurs scores passeront le cap. Le 20 décembre, l'heure sera venue de découvrir le véritable champion lors d'une finale épique en 1 contre 1. 1 million d'ariars pour le gagnant. Inscription au studio Arena Ivange jusqu'au 12 décembre. Infoline 034 07 567 88. Droit d'inscription 10 000 ariars. Et lors des quarts du final du tournoi Viva Football, plus de 40 ans, de nombreux résultats inattendus ont été enregistrés. Certaines équipes considérées comme favorites ont été surprises par des équipes plus modestes mais déterminées. Revoyons le résumé de ce quart de finale avec Andara Donarville.
Le tournoi Viva Football Plus de 40 ans est entré dans la phase des quarts de finale. 4 matchs qui ont mis aux prises les meilleures équipes parmi les 16 participantes. Le premier quart de finale a opposé Ex-Coupe Digital en rouge à FC Timbach en bleu. Ex-Coupe Digital a ouvert le score dès la 5e minute de cette rencontre intense et disputée. Grâce à leurs efforts, les joueurs de FC Timbach ont réussi à égaliser dans les 2 dernières minutes à travers une belle action conclue par Maëv. Le score est resté 1-1 et la victoire s'est jouée au tir au but où Ex-Scoop Digital l'a remporté par 3-2. Le deuxième quart de finale a vu s'affronter FC Les Mecs en vert et FC Fusion Lyon Sport en blanc. FC Les Mecs a pris l'avantage très tôt, dès la 2e minute, grâce à un but d'Antonio. Ils ont ensuite enchaîné les buts face à Fusion Lyon Sport, menant 3-0. Fusion Lyon Sport a réduit l'écart dans les 3 dernières minutes, mais FC Les Mecs s'est qualifié pour les demi-finales avec un score final de 3-1. Le troisième quart de finale a opposé Tanana FC en blanc à AS Kichalassour en rouge. Ce match a été une vraie surprise. Tanana FC, connu pour son expérience, a été dominé dès le début. AS Kichalassour a marqué dès la 3e minute et a su défendre ce petit avantage jusqu'à la fin, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. Le dernier quart de finale a opposé FC Fiadanamang en jaune à Alsport en gris. Seul un but a été marqué dans ce match, dès le début de la première mi-temps par FC Fiadanamang. Le score final 1-0 a permis à FC Fiadanamang de remporter ce quart de finale du Viva Football Plus de 40 ans. Les équipes qualifiées pour les demi-finales sont Ex-Scoop Digital, FC Fiadanamang, FC Les Mecs, AS Kichalassour. Et puis, de nombreux événements culturels et spectacles sont au programme pour cette fin de semaine. Suivez l'essentiel dans ce reportage. Pour les fans de Nzara Marcel, rendez-vous ce soir au Le Carté Bypass. Le spectacle a débuté à 20h. Le Jokoso Festival du Rire avec Razao, Baron, Dadav et Tsetch se poursuit au Tana Waterfront depuis 19h. Si vous l'avez manqué aujourd'hui, pas d'inquiétude, il se poursuit demain jusqu'au dimanche 30 novembre, toujours à partir de 19h. Pour demain, les amateurs de rock ont rendez-vous à 16h avec le groupe Green au Le Pavé Antanaren. Faragloum et Ralinte, pour leur part, vous berceront de leur belle voix à la Maison Sana Amboutsir dès 15h. Tasha, qui mêle pop-rock et jazz-fusion, donnera un concert au Far West Faravouich à partir de 19h. Et pour les amoureux de chansons romantiques, Nzara Marcel et Tsint présenteront un spectacle intitulé Tantaraptiavan au Grishak à partir de 19h30. Ce dimanche, Samuel offrira un concert à la Sainte Famille Mamas dès 14h30. Et non loin de là, pour les amateurs de hip-hop, le groupe Northern Center célébrera ses 30 ans de scène avec de nombreux artistes invités. La fête débutera à 15h. Que chacun trouve son bonheur car il y aura pour tous les goûts. Mais les pluies continueront dans certaines régions au centre de l'île, dans le nord et sur la côte est. Des averses localisées sont également prévues dans la région d'Alochamangour au cours des 3 prochains jours, selon le centre de prévision météorologique. Les températures varieront entre 17 et 38 degrés Celsius le samedi et entre 17 et 37 degrés Celsius le dimanche. Et on poursuit avec les actualités internationales. Les mesures en cascade se sont enchaînées après l'attaque des 2 gardes nationaux à Washington mercredi dernier. Suspension du traitement des demandes de visa, de regroupement familial ou d'asile des ressortissants afghans. Lancement d'un audit des dossiers afghans entrés aux États-Unis et renforcement du dispositif sécuritaire. L'avenir de la population afghane aux États-Unis est largement compromis. France 24. Oui, absolument. C'est tout à fait le mot qui convient. L'information est tombée dans la nuit. L'un des 2 gardes nationaux pris pour cible mercredi à 2 pâtés de maison de la Maison-Blanche, vous l'avez rappelé, a donc succombé à ses blessures. Et il s'agit d'une femme, Sarah Beckstrom, une très jeune femme même. Elle avait 20 ans. Et elle s'était portée volontaire pour cette mission de routine à Washington.
qui consistait à patrouiller dans les rues de la capitale américaine à la demande même du président des États-Unis. Avec son camarade Andrew Wolf, 24 ans, on connaît son nom désormais, elle a été prise en embuscade, on le rappelle, par un ressortissant afghan qui séjournait légalement aux États-Unis depuis 2021. Une attaque brève mais extrêmement violente, déclenchée à quelques mètres, encore une fois, seulement d'un périmètre pourtant hautement sécurisé. Donald Trump a immédiatement réagi au décès et l'a même annoncé en qualifiant l'attaque d'acte de terrorisme. Je cite, « C'est un acte de haine, un acte de mal. Nous allons protéger notre pays comme jamais auparavant. » Disons les choses, depuis le début de son mandat, Donald Trump n'était pas apparu aussi sincèrement en colère que cette nuit. Un peu plus tôt, le président a même directement pointé du doigt les Afghans arrivés après la chute de Kaboul, on s'en souvient, des milliers d'entre eux ayant été admis sous statut humanitaire pourtant. Et les mesures sont déjà tombées en cascade. Première décision, suspension immédiate du traitement de toutes les demandes de visa, de regroupement familial ou d'asile concernant des ressortissants afghans. Deuxième mesure, lancement d'un audit complet des dossiers afghans entrés aux États-Unis depuis 2021. Donald Trump veut que chaque nom, chaque parcours, je cite, soit réexaminé. Et enfin, troisième axe, renforcement du dispositif sécuritaire. 500 soldats de la garde nationale supplémentaires sont d'ores et déjà déployés dans la capitale américaine pour ce week-end de Thanksgiving, en plus des effectifs déjà mobilisés depuis le début de la semaine, ce qui porte quand même à 2200 hommes le nombre de militaires en armes dans la capitale. L'objectif affiché est clair, sécuriser les abords de la Maison-Blanche, mais aussi répondre à la colère qui monte dans l'opinion et que le président assume. Je cite encore, « Si ces gens ne respectent pas notre pays, ils n'ont rien à faire ici. » Et bien sûr, l'annonce de la mort tragique de cette jeune femme, et disons-le, le fait que ce soit une femme secoue profondément l'Amérique cette nuit. Et parce que nous sommes à Washington, sur le plan politique, cette attaque relance frontalement le débat sur l'héritage de l'évacuation afghane en 2021, bien sûr. Pour Donald Trump, c'est la confirmation que des milliers de personnes sont entrées sans contrôle suffisant. Soyons clairs, l'écrasante majorité des Afghans entrés sur le territoire américain, pourtant depuis 2021, sont des citoyens exemplaires qui, pour les hommes en tout cas, ont très souvent combattu pendant des années aux côtés des soldats américains en Afghanistan. Seulement voilà, dès que le risque de stigmatisation collective est agité par Donald Trump, on peut considérer que l'avenir de la population afghane aux États-Unis est largement compromis. Et puis l'agence anticorruption ukrainienne a annoncé ce jour mener des perquisitions au domicile d'Andriy Yermak, puissant chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. France 24. Alors, le Bureau national anticorruption et le procureur spécial anticorruption ont confirmé qu'ils ont procédé à cette perquisition de le domicile de Andriy Yermak, tout en précisant qu'il n'est pour le moment pas, il ne figure pas sur la liste des personnes soupçonnées officiellement. En tout cas, Andriy Yermak lui-même a confirmé que les enquêteurs étaient venus chez lui. Il a dit coopérer pleinement avec l'enquête. On sait que c'est lié à l'enquête qu'ils appellent, les procureurs et les enquêteurs anticorruption, Opération Mida, qui depuis 2 semaines domine l'actualité en Ukraine, à part évidemment les négociations pour ce plan de paix qui implique plusieurs proches de Volodymyr Zelensky et qui concernerait entre autres le vol de environ 100 millions de dollars par le biais de pots de vin payés pour des contrats liés à l'entreprise d'énergie nucléaire d'État Energoatom et d'autres entreprises aussi. Les enquêteurs ont dévoilé les informations au compte-gouttes et on comprend que tout n'a pas encore dévoilé de ce qu'ils ont trouvé. Certaines sources disent que
André Yermak figure sur des enregistrements téléphoniques qui ont été partiellement publiés sous le nom de code de Ali Baba et que bientôt des publications témoigneraient de son implication plus pleine dans cette affaire de corruption. Pour le moment, ce que les enregistrements qui ont déjà été publiés semblent indiquer, si effectivement André Yermak est ce fameux Ali Baba, c'est que ça aurait été lui qui aurait été derrière la tentative de enlever l'indépendance du Bureau national anticorruption et du procureur au mois de juillet de cette année, ce qui a provoqué des manifestations et Volodymyr Zelensky s'est vu obligé de, dans les faits, annuler la loi qui avait été passée contre l'indépendance de ces institutions. Les pompiers de Hong Kong sont à bout de force après avoir lutté contre les flammes dans un complexe résidentiel pendant 2 jours. Le bilan humain n'est pas encore définitif, 94 morts vendredi matin, mais il s'agit du pire incendie qui a frappé le cité-État depuis 1948. L'heure est désormais à la recherche des causes et des responsables. France 24. Après 2 jours de lutte acharnée contre les flammes, les pompiers hongkongais sont à bout de force. Les immeubles touchés ne sont plus que des carcasses fumantes. Des dizaines de personnes ont péri dans l'incendie, d'autres sont encore portées disparues. Les opérations de secours se poursuivent et le feu couve encore par endroits. Nos opérations de lutte contre l'incendie sont presque terminées. Malgré cela, nous continuons à lutter contre le feu dans 4 appartements et à refroidir plusieurs ailes des 7 bâtiments pour éviter qu'ils s'enflamment à nouveau. Le bilan humain n'est pas encore définitif, mais la catastrophe est déjà considérée comme le pire incendie qui a frappé la cité-État depuis 1948. L'heure est maintenant à l'identification des corps et à la recherche de responsables. La police a arrêté 3 hommes d'une 50aine d'années à minuit, qui sont les dirigeants de l'entreprise chargée de la rénovation de la résidence. Ils sont actuellement en détention. La police s'est rendue à leur bureau pour recueillir des preuves et mener l'enquête. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé la présence de matériaux inflammables lors des travaux de rénovation qui ont accéléré la propagation du feu. L'utilisation d'échafaudages en bambou, traditionnel à Hong Kong, est aussi pointée du doigt. Les appels à interdire leur usage se multiplient depuis le drame. Environ 4800 personnes vivaient dans le complexe résidentiel dévoré par les flammes. Le chef de l'exécutif a annoncé la création d'un fonds de 40 millions de dollars pour aider les résidents des 7 immeubles ravagés par l'incendie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.